Un nouveau jury pour les 15 demi-finalistes du concours national de plaidoirie intitulé « Défends ta démocratie ». Un jury de 7 membres composé de spécialistes de droit et de communication bontin et présidé par Rekia Madougou dont l'éloquence et l'élocution ne sont plus à démontrer. Il est important donc que nous puissions saluer cette initiative qui est quand même l'œuvre d'un patriote béninois et qui surtout arrive à nous rassembler, d'où que nous soyons, d'où que nous venions. Je pense que c'est important de le souligner. C'est aussi important de féliciter déjà d'entrée de jeu, quels que soient les résultats qui émaneront de notre exercice. Eh bien, au nom de mes collègues membres du jury, on voudrait féliciter les jeunes béninois qui ont eu le courage et qui ont pris ce concours à bras-le-corps, participer et surtout s'y exercer. Nous en avons rencontré tout à l'heure dans le couloir qui vraiment essayaient de se préparer et donc je pense que cela dénote déjà en tout cas de la vitalité de la démocratie béninoise. L'huissier de justice Maître Antoine Lassérin et son équipe sont également bien en place pour vérifier la conformité du concours qui sera placé sous la conduite de Gildas Lantokbodé, journaliste et directeur de la télévision Canal 3 Mboa, comme maître de cérémonie. Le décor ainsi planté, place au premier candidat. Eddie Camille Koto, psychologue de formation et passionné des questions de liberté et de démocratie. Il a été le lauréat de la 4e promotion des jeunes leaders du Bénin de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Pourra-t-il faire mieux face à ce jury? Attendons de voir. On pourrait croire qu'aujourd'hui, la démocratie a permis évidemment le développement du Bénin. Malheureusement, le constat est tout autre. Pourquoi à l'heure actuelle, l'Afrique se trouve-t-elle encore en arrière par rapport aux pays dits émergents qui, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, traînaient encore dans le sous-développement? C'est simplement que ces pays dits émergents ont fait l'option de la dictature. Mais on pourrait se demander si la dictature est la meilleure option pour conduire au développement. Dites-nous les éléments de la démocratie qui empêchent le développement ou les éléments de la démocratie qui promeuvent le développement, dans le cas béninois depuis 1990. Merci. Vous avez dit que la dictature permet un développement plus rapide. Quelle est votre conviction personnelle? Je peux dire qu'en Afrique, il n'y a pas en réalité une vraie démocratie. Nous faisons de l'à peu près. Parce que la démocratie suggère aussi le respect des tests sans aucune faille. Et donc, je dirais pour conclure que la démocratie est nécessaire pour le développement. Il suffit simplement que les principes fondamentaux soient respectés. Et c'est justement parce que ces principes ne sont pas respectés au Bénin qu'à l'heure actuelle, 29 ans après l'adoption du régime démocratique, nous continuons de tendre ou de battre des ailes. Il est vrai que la Chine aujourd'hui fait des merveilles, mais est-ce que les Chinois, dans leur essence, dans leur intégrité, sont à l'aise? Point d'interrogation. Merci, Monsieur Koto, mais je ne peux pas manquer de vous suggérer très fortement d'aller lire un peu la théorie économique de Deng Xiaoping sur la société de moyenne aisance. Quand vous l'aurez lu, on reparlera de la Chine. Carole Prince Tidjoro Babatunde Sodjinou est le 2e candidat de la demi-finale. Ce jeune diplômé en psychologie à l'université d'Abomey-Calavi, option psychologie de travail et des organisations, est un fervent défenseur de la démocratie. Malgré son diplôme en psychologie, il aura du mal à intimider le jury. Si la démocratie est un mode de gouvernance et que le développement est tout un processus, établir un lien entre ces deux concepts revient alors à déterminer les conditions d'une bonne démocratie susceptible d'être un moteur de développement. Si vous était demandé de faire une seule proposition pour faire de la démocratie béninoise un réel moteur pour le développement, que diriez-vous? Il faut également une prise de conscience de la situation de sous-développement, se mettre résolument au travail, élaborer un plan de développement qui tienne compte des besoins réels de la population. Oui, cher candidat, ma question n'est pas dans le fond de votre prestation, mais sur la forme. Dites-moi quelle différence vous faites entre lecture d'un texte et art oratoire. J'avoue que
c'est vrai que j'ai fait une lecture du texte, ça je le reconnais. Mais par rapport à la petite différence, c'est que l'art oratoire permet à l'individu de véritablement défendre ses idées. Candidat numéro 3 devant le jury, Mathieu Lokona Ndadjo, titulaire d'un Master 1 en droit pénal et sciences criminelles à l'Université de Parakou. Il est également détenteur d'une licence en philosophie. Face aux 7 membres du jury, il va falloir trouver les mots justes pour se faire comprendre. En 1990, avec la démocratie, le Bénin a tourné la page de l'économie planifiée pour l'économie de marché. Avec cette expérience, les droits de l'homme, les libertés publiques sont garanties. Et puis, selon les statistiques de la Banque mondiale, de 2,0% du taux de croissance, on est passé en moyenne par an à 5,0%. Vous avez démontré dans votre présentation que la dictature n'a pas permis au Bénin d'atteindre l'objectif du développement, mais que la démocratie a permis tout au moins d'amorcer le développement. Alors la question que je vais vous poser, est-ce que ce constat que vous avez fait, c'est du fait des systèmes ou du fait plutôt des hommes? La démocratie est nécessaire pour le développement du Bénin, mais elle reste à redynamiser pour répondre aux exigences actuelles du développement. Je vous remercie. Évitez de concentrer votre présentation sur une succession de chiffres, parce que ça ne permet pas à l'auditoire de percevoir la comparaison que vous voulez faire, puisque plusieurs minutes plus tôt, vous annoncez des chiffres, plus tard, vous en annoncez d'autres, mais vous ne faites pas la corrélation directe entre les chiffres que vous aviez annoncés 5 minutes plus tôt. Ce qui fait que sur les 3/4 de votre temps, vous n'avez annoncé que des chiffres. Le 4e candidat a pour nom Joël Maounan Tchokbi. Détenteur d'une maîtrise en sociologie-anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi, il est également journaliste, presse écrite et audiovisuelle. Bien qu'il soit un habitué du micro, il ne perd pas de vue qu'il est face à des spécialistes du domaine. La démocratie et le développement convergent vers un seul but, l'émancipation de l'être humain, du Béninois que nous voulons pour l'avenir, pour la prospérité. La démocratie n'est pas certes synonyme de développement, mais la démocratie, dans le débat actuel, international, dans le contexte actuel, s'adosse à des principes comme la bonne gouvernance, la reddition des comptes, la redevabilité, l'état de droit, la performance de l'administration publique qui doit quand même assurer au peuple donc, des services sur les plans de l'éducation, sur les plans donc, de la santé, la transparence également. Tous ces éléments sont inhérents pour aller vers le développement. Alors, est-ce que le Bénin a un problème de stabilité politique? Vous avez parlé de pauvreté, de corruption, et c'est au détour d'une phrase que vous avez dit, malgré une croissance économique. Alors, à partir de là, avez-vous vraiment le sentiment que si on poursuit ainsi, on aura vraiment une plus-value produite de la démocratie? La croissance économique n'est pas seulement le facteur de développement. Il faut donc revoir la définition du développement et savoir qu'à la fois, c'est social, c'est l'émancipation de l'homme dans toutes ses dimensions. Est-ce que l'homme qui produit, est-ce qu'il est dans la liberté? Est-ce qu'il a la liberté donc d'expression, de penser? Parce que je suis convaincu qu'un homme qui est libre, il a plus donc de facilité à réfléchir, à innover et puis à repenser, à proposer des projets variés dans la cité. Audric Maougbe Hundekan est le 5e candidat de la demi-finale. Titulaire d'une licence 3 en droit privé à la FADESP à l'université d'Abomey-Calavi, il propose des solutions pour que le Bénin amorce réellement son développement. Il est clair donc que notre démocratie, en tout cas celle béninoise, consacre le développement. Et le développement est au cœur de la démocratie béninoise. Il faut plutôt non pas imputer ce qu'il arrive, les maux du Bénin, à la démocratie,
Puisque la démocratie a fait l'essentiel, c'est nous peut-être qui refusons parfois d'y adhérer à cette démocratie. Je parle plutôt, non pas d'un cas de siècle perdu, mais plutôt d'un cas de siècle dont le Bénin n'a pas pu tirer profit. Je vous suivais et j'étais très heureux parce que vous êtes parti de l'ancrage constitutionnel dans votre première partie. Et je me rassurais que j'allais bien chuter. Et là, la chute, je n'ai pas suivi la chute. Parce que vous êtes allé même dire que la dictature était plus ou moins bonne. Alors que l'ancrage que vous nous avez donné me rassurait qu'avec une démocratie comme ça, je devrais aller au développement. Et puis vous me dites que tout ça c'est bon, mais il vaut mieux prendre la dictature, plus ou moins. Mais bon, vous dites après, bon, on a perdu du temps. Et vous terminez par une position. Je trouve que c'est une position. Vous avez dit, pour vous, il n'y a plus de conférence nationale. C'est plus nécessaire. Il faut une décision politique. Une décision politique. C'est quoi vous mettez dans décision politique? Et qui prend la décision? Qui prend la décision? Tout ce que je dis, c'est une décision politique qu'il faudra. Il faut la volonté de l'État pour le faire. Il suffit pour le législateur de prendre des lois. Donc c'est ce que je me suis dit dans volonté politique. 6e candidat à la barre pour cette demi-finale, Hugues Hector Zogo, journaliste écrivain, reporter puis chroniqueur à la télévision. Il est également motivateur. Dans la liberté que l'homme peut se créer, dans la création de richesses, dans la condition d'un véritable développement, il n'est guère possible un système, on ne peut pas admettre un système oppressif. Il faut simplement permettre que l'homme puisse s'épanouir. Il faut lui permettre de se retrouver dans de meilleures conditions de vie. Vous convenez avec moi que si depuis le matin où vous étiez là, on vous avait mis à genoux, vous ne serez pas autant heureux de pouvoir nous suivre. Et donc, il faut vous concéder une certaine liberté. Et c'est cette liberté-là que nous recherchons et c'est cette liberté-là que nous offre généralement la démocratie et qui fait que nous allons de plus en plus au volet économique. La démocratie comme préalable du développement, je ne vais pas trop m'attarder sur le concept parce que je dirais que c'est une erreur de ma part d'en avoir fait cas, mais attention, il ne faudrait pas qu'on puisse croire qu'en voulant parler de développement, en voulant parler, de démocratie, on doit mettre plus d'accent sur le développement parce que ça peut nous conduire à des travers. Merci Madame la Présidente. Très bien. En tout cas, merci pour votre présentation. Vous avez une très bonne diction, c'est bien. Maintenant, je ne sais pas si vos idées ont convaincu les membres du jury, ça on le saura plus tard. Merci Présidente. Ézéchias Biao, candidat numéro 7, s'installe à présent au pupitre pour tenter de convaincre les membres du jury. Il est titulaire d'un Master 2 en stratégie et ingénierie juridique à l'université de Parakou. Même si nous pouvons faire des reproches à la démocratie, il faut reconnaître quand même un bienfait. Le bienfait principal que nous devons reconnaître tous à la démocratie, c'est le caractère de la liberté qui n'a aucun prix. Avec la démocratie, nous sommes libres et cette liberté n'a pas de prix. Le second aspect, c'est qu'avec la démocratie, le peuple est concerné dans la politique. Nous sommes tous responsables de notre développement. Désormais, nous n'aurons plus à dire parce que tel a mal fait, nous ne sommes pas développés. C'est nous qui l'avons mis là, donc la responsabilité est d'une part partagée. Mesdames et messieurs, les membres du jury, je vous dirai une vérité. La vérité selon laquelle, d'une part, notre démocratie est modelée pour le développement attendu. D'autre part, notre démocratie est démodée pour le développement attendu. Je pensais que j'allais retrouver la mode démocratique que nous devons rattraper. Parce que vous avez parlé de démocratie démodée. Et pour quel type de développement? La démocratie est l'affaire de tout le monde. Je demande d'abord qu'une démocratie puisse être perçue d'abord au plan mental par tous les citoyens. C'est cette forme de démocratie que je veux. Je ne veux pas une démocratie importée, je veux une démocratie intégrée. Je ne veux pas une démocratie, si vous voulez, adoptée, mais une démocratie adaptée à nos réalités. C'est ce à quoi j'aspire.
Selon moi, lorsque nous aurons incorporé cette notion d'histoire, cette notion de patriotisme, nous aurons gagné. J'aimerais aussi faire remarquer que le développement peut se voir à plusieurs niveaux. On parle de développement politique, économique, social. Mais pour moi, lorsque vous allez amener le peuple, le citoyen béninois à aimer sa patrie, il va d'une manière ou d'une autre favoriser le développement. 8e candidat, Gildas Hassidé, titulaire d'une licence en diplomatie et relations internationales à l'Institut universitaire panafricain de Cotonou. Il a également suivi une formation en négociation commerciale à JNA Conseil. Il pense que le développement intégral dans toute démocratie doit prendre en compte le facteur humain. La démocratie est un régime politique et non une condition de développement. La démocratie n'est pas une condition ou un préalable au développement dans la mesure où le développement économique d'un État ou d'un pays est possible sans l'adoption des tests ou la pratique du régime démocratique. En effet, les exemples de la Chine, du Cuba, de la Russie, du Rwanda et de certains pays arabiques en témoignent. De même, les pays dits démocratiques qui n'arrivent pas à amorcer leur développement et font aujourd'hui partie des pays les plus pauvres de la planète, les pays africains bien évidemment, et bien d'autres. Cela montre clairement que la démocratie n'est pas une condition préalable au développement économique d'un pays. Toutefois, la démocratie peut contribuer d'une certaine mesure au développement humain. La démocratie facilite la participation inclusive des citoyens au développement. C'est dans la liberté de l'homme que l'homme peut mieux créer, prospérer. La création des richesses, condition d'un véritable développement, n'est guère possible dans un système oppressif. L'homme, pour s'épanouir, a donc besoin de ce qui constitue la condition naturelle humaine. Vous ne paraissez pas convaincu que la démocratie puisse conduire au développement. Et donc, je pense que vous gagneriez à nous convaincre à cet instant précis sur votre position exacte. Le développement ne doit pas être figé au PIB ou à la croissance économique, mais le développement doit prendre en compte l'aspect humain. Je ne peux pas dire être développé sans être dans ma peau pleine. C'est pour ça que nous trouvons que la démocratie n'est pas une condition préalable pour aller au développement, mais toutefois, elle contribue au développement. Dans notre proposition de plan, on a parlé de programme économique. Le programme économique dont nous parlons, c'est en quelque sorte une proposition que nous apportons à notre démocratie. Il faudra élaborer des programmes économiques accompagnant notre démocratie. La liberté, le libéralisme prôné par notre démocratie va quand même être accompagné des points économiques très forts. C'est dans cette logique que nous allons plus loin jusqu'à proposer que notre démocratie, bien qu'elle était déjà bien assise, doit être modelée, pas tout à fait modelée, mais être blasonnée, secourue à des moments donnés et bien protégée. Hadnan Adeniyi Karimou, candidat numéro 9 de cette demi-finale de concours national de plaidoirie, est détenteur d'une maîtrise en sciences juridiques. Après avoir impressionné le jury lors de sa première audition, il est à nouveau au pupitre pour convaincre les 7 examinateurs du jour. Parmi les 7 grands principes énumérés par l'ONU, il figure aussi le respect des droits de l'homme et le respect du principe d'égalité. Et là, il est normal de rejeter toute velléité de construction d'un développement sur fond de principes non démocratiques. Le respect des droits de l'homme occupe une place importante dans le processus du développement économique, social et culturel, dans la mesure où il peut favoriser la libération des énergies créatrices. Mais je voudrais que vous vous rappeliez de la belle phrase de Axel Kabou qui dit « Quiconque a vécu et a travaillé en Afrique, c'est que ce continent a des problèmes d'organisation, de contrôle, de motivation ou de production qu'aucune idéologie politique ne résoudra.
Je retiens, votre réponse elle est claire sur la question. Vous l'avez affirmée et vous l'avez développée. Et en fin de compte, vous avez fait une proposition. Je voudrais que vous puissiez aller un peu plus loin quand vous dites qu'il faut une élite modernisante. Comment véritablement traite-t-on cette classe d'élite modernisante? Quand on nous dit que oui, la démocratie, oui, le développement est une affaire de tous, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Le développement est beaucoup plus une affaire de quelques personnes, parce que ce sont quelques personnes qui gèrent les ressources du pays, et non tout le monde. Vous aurez beau crier en bas, ça ne vous attend pas en haut, ça ne sert à rien. Et si le haut se décide de vous détruire en bas, c'est vite fait. En principe, il ne faut pas se leurrer dans des débats, dans des discours pour flatteurs. Il faut des gens qui, au pouvoir, s'engagent honnêtement à faire décoller le pays. Sans ça, on aura beau crier démocratie, on aura beau crier que tout le monde met la main à la pâte, mais si le pouvoir en place décide de vous nuire dans votre intention d'entrepreneuriat, vous ne pouvez rien faire. En fin de compte, vous serez ruiné, vous allez quitter le pays. Et basta. Merci. On aura compris votre plaidoyer. Merci. Merci, madame. Après avoir diagnostiqué le mal de la démocratie béninoise lors de sa première audition, Fabrice Kodia est une fois encore au pupitre pour nous dire si la démocratie conditionne le développement. Comme ses camarades, il va subir 20 minutes de pression et de stress devant le jury. Les libertés sont indispensables pour orienter un développement économique et l'amélioration du bien-être de la personne humaine. La démocratie favorise la liberté. On peut donc faire une petite conclusion. La démocratie est nécessaire au développement parce qu'elle favorise la liberté. La vraie question est de se demander quel type de démocratie il faut appliquer au Bénin pour avoir les meilleures performances d'indices de développement. Et me donnant à cet exercice, j'ai proposé quelques suggestions. À l'occasion des 30 ans de notre conférence nationale, je voudrais bien qu'on refasse une conférence bis. Au cours de cette conférence, je voudrais bien qu'on adopte un plan national de développement et un programme d'action du peuple, plus un programme d'action d'un gouvernement, mais un programme d'action du peuple. Je voudrais bien au cours de ces 30 ans qu'on reformalise notre démocratie en fonction de nos conditions socio-culturelles. Je voudrais bien au cours de cette conférence que l'éducation soit mise au cœur du développement. Merci, honorable membre du jury. Pour ma part, je suis restée très perplexe concernant l'une de vos propositions, à savoir privilégier un programme d'action du peuple à un programme d'action d'un gouvernement. Autant je comprends ce que vous vouliez dire en ce qui concerne ne pas figer chaque fois ou ne pas associer chaque fois un programme de développement à un régime, mais en même temps, je m'interroge sur ce que vous mettez dans un programme d'action du peuple. Vous savez, au nom du peuple, on peut mettre tout et n'importe quoi, et à la fois même des principes antidémocratiques, au nom du peuple toujours. Donc je voudrais comprendre qu'est-ce que vous mettez dans le programme d'action du peuple et non pas un programme de développement. Programme d'action du peuple, qu'est-ce que j'y mets? En fait, nous constatons qu'aujourd'hui, un régime vient au Bénin, il pose deux pas, l'autre, il prend des décisions, l'autre régime vient, il balaye tout, et on va en arrière. Le programme d'action du peuple, c'est comme ce qui s'est passé à la conférence où des élites du peuple se sont réunies pour pouvoir décider de l'avenir du peuple. Les élites vont se réunir pour décider, pendant 30 ans par exemple, à quel niveau de développement nous voulons atteindre. Et à chaque 5 ans, on va évaluer, on va faire le bilan. On va confier l'État à des présidents et ce serait un contrat de 5 ans et on va réélire ces présidents en fonction du niveau de développement qu'ils auraient atteint par rapport au programme d'action du peuple. C'est ce que je suis en train de dire par le programme d'action du peuple. La grande déception de cette demi-finale aura été la capitulation d'un bel orateur, Renaud Fiacre-Avlessi, titulaire d'un master en droit de la personne et de la démocratie à la chaire UNESCO de la FADESP école doctorale, s'est laissé intimider par le jury. Juste après un bel envol, il tombe sur un bec
et il restera malheureusement le bec dans l'eau. Acculé, fatigué et irrité par le trop-plein de démocratie devenu obstacle, le président Yahya Boni va lancer un concept, celui de la démocratie Nescafé, une démocratie chargée de désordre. Cette question ou ce concept traduit un malaise, le malaise selon lequel le régime démocratique, le malaise selon lequel le régime démocratique est soumis à problème. Pour mémoire, le Bénin a été soumis 18 ans durant au régime marxiste-léninisme caractérisé par la gestion clanique du pouvoir et par le népotisme et le despotisme. Aujourd'hui, le Bénin exploite, le Bénin, s'il vous plaît, je voudrais vous demander de me permettre de m'en arrêter là. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne sais pas. Merci. Alors, vous avez donné une citation du président Yahya Boni. Je ne sais pas si vous l'avez véritablement restitué dans le contexte. Peut-on parler d'abus ou d'excès de démocratie? Finalement, vous n'avez pas eu le temps de nous dire quelle est votre conviction personnelle. Est-ce que pour vous, la démocratie est nécessaire? Peut-être que si vous nous en parlez maintenant, ça nous donnera une idée, parce que c'est dommage, que ce qui vous est arrivé est dommage, on ne le comprend pas, mais moi j'aimerais bien savoir, avant que vous nous quittiez, quelle est finalement votre conviction à vous, que vous avez eu du mal à nous exprimer. Vous avez fait un effort de vous décaler de votre test, mais je crois que ce qui vous est arrivé, c'est que vous n'avez pas un fil conducteur. Et vous avez bûché. Vous avez essayé de retenir tout dans la tête. Et quand un seul mot manque, c'est fini. C'est ce qui arrive à ceux qui... le président... PC chronique. Donc vous avez fait du PC chronique, selon le président Assagwa. Merci. Nous avons expérimenté le régime marxiste-léninisme, caractérisé par le monolithisme politique et le culte du leader. Et nous expérimentons depuis 1990 le régime démocratique. Mais nous ne sommes pas arrivés au développement. Sommes-nous maudits? Est-ce que nous ne devons pas aller au-delà des stéréotypes que nous avons? Sans être un agrégé de grammaire, je proposerais qu'on passe à un régime de démocrato-dictatorial. Puisque nous n'avons jamais... Nous n'avons jamais expérimenté les deux. Nous n'avons jamais expérimenté les deux ensemble. On pourrait faire, par exemple, on pourrait mettre en veilleuse quelques libertés pour parvenir au développement. Parce que le premier droit de l'homme, c'est le droit de manger à sa faim, selon moi. Je vous remercie. Candidat numéro 12 de cette compétition, Serge Éric Migan. Cet ancien séminariste, sociologue anthropologue de formation, a le devoir de faire mieux que son prédécesseur. Il est vrai, depuis 1990, nous avons une stabilité démocratique, quoique relative, et nous ne sommes pas encore développés. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le premier handicap
est liée à la fabrique des acteurs politiques et les décisions publiques. En effet, les décisions publiques qui sont prises pour que nous ayons le développement dépendent de nos dirigeants. Et la qualité de ces décisions dépend de qui nous avons mis là. Un autre handicap est le relâchement des valeurs patriotiques. C'est ça qui amène à tout ce qui est mot dans la société, la gabegie, la corruption et même la malgouvernance. Alors, que faire pour que nous soyons développés? Pour que nous ayons le développement, il faut que nous ayons la bonne gouvernance. Après la bonne gouvernance, il faut que les acteurs politiques ne soient pas préoccupés par des luttes intensifiées pour la conquête du pouvoir, mais par des politiques publiques qui vont amener notre nation à se développer. Après avoir ouvert le bal lors de la première audition, Roméo Kossi-Fanyinou est le 13e candidat à la barre. Doctorant en droit public à la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie FADESP-UAC, ce consultant associé à l'élaboration de plusieurs études et documents stratégiques devra confirmer ses aptitudes intellectuelles doublées de sa rhétorique singulière. La démocratie implique l'existence d'un certain nombre d'institutions qui, lorsqu'elles fonctionnent normalement, permet la bonne gouvernance et surtout conduit ou contribue au développement. Ainsi, le Parlement, lorsque le Parlement exerce sa fonction de contrôle de l'action gouvernementale, le Parlement peut contribuer à mieux gérer les ressources publiques et à la meilleure exécution des politiques publiques. Le pouvoir judiciaire, par exemple, lorsqu'il est indépendant, veille à la régularité des procédures. Le pouvoir judiciaire peut réparer les torts, les injustices que subissent les citoyens. Et la société civile, lorsqu'elle est active et qu'elle prend sa part dans le processus démocratique, peut contribuer à inciter une sorte de diligence dans la gestion des affaires publiques et surtout à exiger l'indispensable reddition des comptes. Vous avez identifié des faiblesses, les faiblesses de notre démocratie à deux niveaux. Je m'attendais à ce qu'il y ait des propositions de solutions par rapport à ces faiblesses, mais j'ai attendu jusqu'à la fin. Je les appelle, sauf si, je ne sais pas si j'ai été un peu distrait quand vous parliez. Quel est, de façon innovative, le combat qu'on peut mener pour améliorer la discipline, pour améliorer la corruption, pardon, pour éloigner la corruption et pour corriger les tares de cette gouvernance économique? Nous pensons qu'il faut faire un travail sur l'homme. Nous pensons qu'au-delà au-delà des séminaires, au-delà de ces conférences, au-delà de ces rhétoriques classiques qui parlent de lutte contre la corruption, des stratégies de lutte, nous croyons, en tout cas pour jeune que je suis, je pense qu'il y a un travail qu'on doit commencer par faire sur nous-mêmes. Un travail de détachement par rapport au bien. Quel est aujourd'hui le rapport de l'homme par rapport au bien? Ça doit commencer par là. Et je pense, parlant jeune que je suis, il y a une attitude que j'observe. Je me dis, au lieu de rester à jeter la pierre aux aînés, à ceux-là qui font, évidemment qui font mal, mais il faut que nous-mêmes on se prépare déjà. Il faut que nous qui sommes la relève, que nous commencions par travailler sur nous-mêmes. C'est ce que nous proposons. C'est ce que je propose, un travail sur l'homme. Sinon, il n'y a pas de conférence, ça fait des années qu'on le fait, il n'y a pas de solution miracle. Il faut que l'homme se régénère, il faut que l'homme change son rapport et sa relation avec le bien. C'est à cette seule condition-là qu'on peut un peu éradiquer, sinon tempérer la mauvaise gouvernance. Enfin, la seule femme du lot, Farial Tidjani, elle s'appelle. Titulaire d'une licence en anglais, elle est en 2e année de master en sciences pénales et criminologie. Elle tient ici haut l'étendard de la jeune féminine. Au-delà du droit de vote, la Constitution de 1990 a instauré des comptes pouvoirs. Des comptes pouvoirs qui normalement sont là pour un suivi et un contrôle de l'action gouvernementale. L'État de droit, par la Constitution de 1990, a instauré également le principe de la redistribution sociale pour une certaine croissance partagée. Je suis toujours dans le contexte juridique, je descends pour aborder les bases économiques
que la Constitution de 1990, à travers ces normes, a déjà établi pour que nous soyons prédisposés, je disais donc tantôt, à un développement économique. Au plan économique, la Constitution de 1990 a donc instauré une économie de marché. Elle a également instauré la liberté contractuelle et l'obligation de respecter les contrats entre les parties. Elle a également instauré la reconnaissance et la protection de certains droits, notamment le droit à la propriété intellectuelle, à la propriété industrielle et le droit à la propriété foncière. Si la Constitution de 1990 elle-même a déjà déposé, a déjà préparé le terrain pour que nous puissions nous développer, pourquoi en 29 ans, le Bénin ne s'est pas encore développé ou a connu un développement, une croissance si timide? J'aimerais m'atteler là-dessus. Et sur ce point, j'aimerais faire remarquer qu'il y a certains obstacles à la démocratie au Bénin. De mon jeune âge, j'ai quand même remarqué qu'il y a certains obstacles à la démocratie au Bénin. Je continue de le dire, je suis un peu technique et direct dans ce que je voudrais aborder. Donc j'ai parlé de l'exercice fantaisiste du droit de vote, où le peuple ne vote pas toujours en fonction du meilleur choix politique. Ensuite, il y a sa passivité dans l'exercice de son droit de regard dans la gestion des affaires gouvernementales. Le peuple béninois ne se sent pas trop impliqué dans la gestion des affaires gouvernementales. Ce n'est pas le gouvernement qui fera forcément le développement. Le développement, c'est une responsabilité partagée. Chez les gouvernants, il y a cette culture, je l'avais dit dans mon exposé précédent, de l'opacité dans la gestion des affaires gouvernementales, ce qui va en violation du principe de la transparence que prône la charte de la gestion pour la gestion du Bénin et la charte africaine qui promeut les valeurs et éthiques de l'administration. Vous avez procédé plus à des numérations d'éléments pour et contre, plutôt qu'à une dissertation, à une discussion cohérente. En définitive, la démocratie est-elle nécessaire pour le développement du Bénin? Je veux une réponse à cette question. Madame, je voudrais vous encourager. Merci, monsieur. Vous encourager et souhaiter que vous soyez sélectionné pour la suite. C'est un souhait. Et je suis sûr que le genre va y agir. Ceci dit, la différence que j'ai eue de vous, des obstacles, la plupart du temps, c'est cette question de la passivité du peuple que vous avez indiquée. Mais vous l'avez simplement indiqué. La question pour moi, mais qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qui implique cette passivité du peuple? Moi, je m'en voudrais de ne pas vous féliciter pour votre courage, pour votre détermination. Que vous soyez venue à la demi-finale en étant la seule femme, ça mérite d'être relevé et que vous devrez également inspirer d'autres jeunes femmes autour de vous, également à l'université. C'est absolument important. Vous avez surtout bravé parfois les railleries, ça on le sait. Il est important que vous sachiez que quoi qu'en soit ce qu'on vous dira, il faut nécessairement foncer et continuer à défendre vos idées. Là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous, c'est quand vous semblez développer, et ça vous allez essayer de répondre à cette question, vous semblez développer que la lutte contre l'enrichissement illicite aujourd'hui est heureusement amorcée et vous avez même dit c'est votre conviction. Donc si vous pouvez nous expliquer comment aujourd'hui la lutte, j'insiste, comment aujourd'hui la lutte contre l'enrichissement illicite est-elle désormais devenue une avancée heureuse au Bénin? Bon, je m'en arrête là. J'estime que dans un État, pour que la population se sente concernée par les affaires de la République, il faudrait que la communication entre le gouvernement et les citoyens passe. Lorsque la communication ne passe pas, et je l'ai souligné, et qu'il y a tout le temps un flou autour de la gouvernance, ou même certains gouvernants se vantent d'être des gouvernants à politique silencieuse, il y a de quoi.
au rang de la jeunesse, je ne maîtrise pas pour les plus âgés, mais au rang de la jeunesse, lorsque un gouvernement se présente et qui vous dit qu'il a une politique silencieuse, c'est pour ça qu'il ne s'explique jamais, et que le flou est nourri autour de toutes les actions, ou la plupart qu'il entreprend, c'est normal que le peuple estime que le gouvernement ou le pouvoir en place pourrait être pourvoyeur de tous nos besoins. Et si, de toute façon, on arrive à atteindre l'objectif économique, le reste, ça ne nous concerne pas. Moi, je pense que c'est un manque d'information. Plus le peuple est informé, mieux la communication passe et mieux le peuple a des éléments, on dit l'information c'est le pouvoir, mieux le peuple a les éléments qu'il faut pour toujours s'impliquer, s'immiscer dans les affaires de la politique. Je pense que c'est un problème d'information. La lutte contre la corruption et le douter, les détournements de biens publics est bel et bien enclenchée. Toute considération politique mise à côté. En tant que juriste, je pense qu'elle est enclenchée. Dernier candidat devant le jury, Hippocrate Girosago. Après son Master 2 de recherche en droit pénal sciences criminelles, il obtient en 2018 son certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il a donc le bagage intellectuel nécessaire pour une belle plaidoirie. En 70 ans de colonisation, on a connu 12 administrateurs et 12 gouverneurs. Cela témoigne de la faune du génie dahoméen qui n'était pas d'accord avec le règne quand même du colonisateur. Dans la période post-coloniale, il était important de le faire remarquer. Nous avons connu pas mal de régimes qu'aucun pays au monde n'a connu. Qu'il s'agisse du monstre à 3 têtes, le triumvirat qui n'existe nulle part dans un régime de par le monde. Nous avons connu un régime présidentiel, semi-présidentiel. Nous sommes allés même faire l'expérience du régime marxiste-léninisme. Il aura fallu, d'aucuns le pensent, la chute du mur de Berlin au soir des années 89 qui a consacré le triomphe de la démocratie libérale pour que le peuple béninois comprenne qu'en réalité, le mot qu'il lui fallait pour imposer un régime, c'était le mot démocratie, sinon que l'ADN de la volonté, de la liberté était ancré en nous. C'est fort de cela que je vais démontrer dans une première partie que le mot démocratie et développement sont deux concepts liés. Pour moi, dans une deuxième partie, la démocratie n'est pas à repenser. La démocratie n'a pas à aller à un laboratoire. C'est la pratique démocratique qui devrait être repensée. Parce que nous pensons qu'il y a des actes aujourd'hui qui font que le torchon brûle entre la démocratie et le développement. En elle-même, la démocratie, pour ma part, n'a aucun problème. Le tapis rouge est dressé par la démocratie pour que le développement connaisse un essor époustouflant. Nous n'avons rien à envier à la Chine, à la Corée et bien d'autres pays que je ne saurais citer. Enfin, la démocratie offre un cadre institutionnel édifiant. Je l'ai dit plus haut, la séparation des pouvoirs, de sorte que l'autre, dans l'exercice de ses prérogatives, veille quand même à ce que fait l'autre des pouvoirs qui lui sont conférés. Je voulais que vous alliez un peu plus loin par rapport à cela. Vous avez dit que, si je vous suis, c'est comme si les germes de la démocratie étaient dans nos gènes, en quelque sorte. Et que c'est la pratique de la démocratie par nous, qui en avons la graine dans nos gènes, qui pose problème. Et donc, dans la solution, après nous avoir dit ce qu'offre la démocratie au développement, et après nous avoir dit ce dont souffre la démocratie en ce moment, qui fait obstacle au développement, je m'attendais à ce que vous reveniez sur nous, Béninois, qui aurions dans les gènes la démocratie, pour nous dire comment on fait pour que ce que nous avons dans les gènes se traduise de façon très concrète pour que nous puissions atteindre ce développement. C'est véritablement à nous de décider d'une manière ou d'une autre d'œuvrer pour quand même faire en sorte que cette démocratie soit conservée et que les mots que j'ai cités plus haut soient bannis du vocabulaire de la démocratie ou bien ne reviennent plus quand on aura l'occasion de parler de la démocratie béninoise. Pour ce qui est par exemple des cas de corruption que j'ai évoqués, c'est quand même étonnant qu'on ait une justice. Mais malgré cette déclaration politique, je ne sais pas quelle manière, et ça fait partie également des raisons pour lesquelles on doit œuvrer pour la liberté. Voyez-vous, j'ai compris qu'en réalité, le fait d'empêcher les magistrats, les enseignants et les médecins d'avoir le droit de grève, à la limite, participe à ce qu'on a envie de mettre la main sur eux. Véritablement, de dominer non seulement le pouvoir, de profiter du lacisme du pouvoir législatif, et donc d'asseoir des dispositions quand même légales pour justifier l'oppression sur ces corps de métier au Bénin. Je rappelle à l'assistance que dans un instant, nous aurons les résultats avec le comité de jury. Dire que nous sommes partis de 20 candidats.
à la première phase, donc 5 ont été éliminés. Nous sommes passés à 15 aujourd'hui. Donc dans un instant, nous allons délibérer avec bien entendu 10 candidats qui seront retenus. Je voudrais remercier les membres du jury qui, vous allez le constater, ont travaillé très minutieusement et chaque fois pour nous assurer qu'il n'y a pas d'impasse ou d'erreur, on reprenait et donc vous pouvez être rassurés que le travail qui a été fait en toute responsabilité. Je vais passer la parole au vice-président du jury qui va donc vous annoncer les résultats de nos amis qui n'ont pas sans doute démérité de se retrouver ici mais qui malheureusement ne pourront pas continuer le chemin avec nous. J'ai donc la lourde responsabilité de prononcer le nom de ceux qui arrêtent leur marche ici. Alors je prierai les candidats d'appeler tous les dieux pour que je ne puisse pas prononcer leur nom. Parce que j'ai le très mauvais rôle. 15e, Avlessi Fiacre, avec une moyenne de 7,71 sur 20. 14e, Migrant Serge Eric, avec une moyenne de 10,28 sur 20. 13e, Hundadjo Mathieu, avec une moyenne de 10,71 sur 20. 12e, Koto Edi Camille, avec une moyenne de 11 sur 20. Et enfin, de mon côté, 11e, Carole Sodjinou, avec une moyenne de 11,14 sur 20. Il ne reste plus que 10 candidats dans la course. Il est temps de connaître le mérite de chacun. Premier, Fanyinou. Mettez-vous là, comme ça vos collègues vont vous suivre. Le deuxième, Karimou Adnan. Vous venez à ses côtés. Deuxième, Karimou Adnan. Voilà. Le troisième, Biao Ezekias. Biao Ezekias, troisième. Juste à côté du deuxième. Quatrième, Sagbo Géraud. Le cinquième se prépare, Tidjani Farial. Une autre cinquième. Non, pardon. Oui, c'est ça. Tidjani Farial. Ah, pardon, c'était le cinquième. Assidé Gildas. Septième, Djobé Joël. Huitième, Hundekon Audric. Neuvième, Kodia Fabrice. Dixième, Zogohu Hector. Un applaudissement pour nos chers amis encore une fois. Merci de les applaudir, mesdames et messieurs. Et c'est donc eux qui vont continuer l'aventure. Est-ce que l'huissier valide notre travail? On peut continuer? La séance de ce jour s'est déroulée dans la pure transparence et je certifie les résultats proclamés par le jury. Je vous remercie. Aussitôt le combat terminé, les 10 candidats s'apprêtent déjà pour le combat ultime. Ils devront s'affronter en finale. Seuls 3 d'entre eux seront sélectionnés. Et voici le thème du grand combat. Alors, thème de la finale. À l'issue des états généraux de la conférence nationale, les délégués représentant les couches sociopolitiques du pays vous demandent les défis à relever pour faire du Bénin un modèle de démocratie en Afrique et dans le monde. Quelles sont les grandes idées que vous pourriez leur proposer? Les 10 finalistes ont chacun une semaine pour se préparer. Ils seront face au même jury. Mais cette fois-ci, le combat s'annonce plus corsé. Ce concours initié par l'Association béninoise de droit constitutionnel du professeur Frédéric Joël Aïvo et soutenu par la Fondation Osiwa aura quand même le mérite de révéler à l'assistance le talent qui sommeille au sein de la jeunesse, élite de demain. Le public est charmé par la qualité des prestations. Je félicite ces jeunes qui ont presté. Il y en a qui sont très talentueux, seulement qu'il manque quelque chose. Il manque la pratique. Ils sont vraiment théoriques. Il manque la pratique et la dimension politique de la démocratie et du développement. J'apprécie fortement
OSIA et l'ABC qui ont initié cette rencontre-là et permettent aux jeunes de s'exprimer. Je crois que c'est très important. Ils étaient 20 sur la ligne de départ. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 10. Ils se battent pour 3 places. Cette bataille intellectuelle s'annonce plus explosive le 9 mars 2019. 10 candidats, 3 places. Prenez le rendez-vous.